Bonjour à tous, je m'appelle Alain Mercier, je suis médecin généraliste. Quelque chose de pas terriblement original ici. Je suis également directeur du département de médecine générale de Paris 13, en Seine-Saint-Denis, à Bobigny. Et je fais également partie de l'équipe de recherche du laboratoire éducation et pratique de santé. Je n'ai pas de lien d'intérêt financier particulier à déclarer, mais peut-être que ce n'est pas le plus important. Le plus important de mes liens d'intérêt, c'est que je suis médecin généraliste et que j'aime mon métier. Peut-être que c'est très bien que j'aime mon métier d'ailleurs et que j'ai ce lien d'intérêt-là. Mais également que je suis appointé par l'université et que je reçois des honoraires de mes patients et donc indirectement de l'assurance maladie. Qu'est-ce qui fait que je vais bien exercer mon métier? Je suis une jeune interne de médecine générale. Avant, j'étais à l'hôpital. Je suis en stage de premier niveau chez le médecin généraliste. Et je dois dire qu'au départ, j'ai eu un petit peu de mal. Moi, au départ, ce que je demandais, c'était essentiellement des trucs. J'avais besoin de trucs pour exercer mon métier. Je ne savais pas trop comment m'y prendre. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis en phase socle. Alors, phase socle, j'ai eu un petit peu de mal au départ, parce que je trouvais que c'était plutôt, en fait, de phase socle, j'imaginais qu'on allait me donner des certitudes. Là, c'est plutôt le contraire qui s'est passé, au moins au début. Ça fait 1 mois et demi que je suis en stage. J'ai plutôt trouvé que j'étais vers les doutes, alors que c'était au départ plutôt la simplicité que j'imaginais dans la médecine générale. Et puis il y a mon maître de stage. Mon maître de stage, j'arrête pas de lui poser des questions. Alors il est plutôt bien, hein, il répond. Mais le problème, c'est qu'il répond par des questions. Tenez, regardez, alors, je vais vous raconter une de nos premières patientes. C'était pas compliqué. C'était juste du cholestérol. Enfin, c'était juste une personne qui avait du cholestérol. Et donc, alors j'étais super contente parce que il me laisse débuter la consultation. Il me laisse débuter la consultation, j'interroge la patiente, ce qu'on m'avait appris. Et là, au bout de 5 minutes, ils sont obligés de prendre part à l'interrogatoire. Il s'arrête et il regarde la patiente et il lui dit à part ça, comment ça va? Et alors là, la patiente s'est mise à pleurer. Je ne savais plus quoi faire, quoi dire. D'ailleurs, lui non plus, il n'a rien dit, il n'a rien fait. Il s'est contenté de l'écouter. Alors elle a parlé. Elle a parlé de ses 2 enfants pour lesquels elle s'était sacrifiée, de son divorce il y a 10 ans, manifestement toujours pas digéré. Et elle a parlé de son appétit qui n'allait pas, elle était triste, elle avait du mal à dormir. Son travail, ça allait. La mort, non. Il y a mes enfants, docteur. Bref, elle s'est plutôt calmée en parlant et à la fin, il lui a dit comment avez-vous l'intention de vous occuper de vous? Elle s'est tue et elle n'a rien dit. Du coup, il lui a proposé un autre rendez-vous en lui disant que c'était important d'en parler. Et elle est partie. Alors là, je lui ai sauté dessus, naturellement, en tout bien tout honneur. Tu lui as rien donné. Enfin, d'abord, elle est dépressive, cette femme. Enfin, au moins, elle a un problème de santé mentale. Alors là, j'aurais mieux fait de me taire parce qu'il m'a demandé ce que c'était que la santé mentale et j'étais bien embêté pour lui répondre. Enfin, je dit, je pense qu'il y a des réponses dans la salle. Vous allez m'aider. Et puis j'ai continué. Voilà, elle a du cholestérol. Elle a du cholestérol. Je comprends pas. Pourquoi tu lui as rien prescrit? Moi, je suis patient en cardio. Alors, tous les cholestérols élevés, on les mettait sous statine. C'est pas compliqué, il suffit de suivre les recos. Donc, du coup, il a répondu aussi par une autre question. Il m'a demandé si je connaissais ce gars-là.
connaissais pas ce gars-là du tout, et il me dit oui, c'est intéressant. Et à propos, tu parles de médicaments, est-ce que tu connais le médicament le plus courant, le plus mal prescrit? Naturellement, il n'y avait aucune idée qui me venait en tête, et donc il m'a demandé d'aller voir ce que disait ce gars-là dans ses bouquins. C'est ce que j'ai fait. Ça m'a donné envie de prendre en charge mes patients autrement, et ça m'a donné envie de vous exposer ce que j'ai trouvé. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé? Je suis allé voir ce gars-là. Oui, il fait une vidéo qui est pas mal. C'est en anglais. Enfin, moi, je suis en Seine-Saint-Denis. J'ai déjà 2 ou 3 langues à mon actif, donc l'anglais en plus, ça ne me dérange pas. Donc, je suis allé l'écouter. Aucun problème. C'est un petit professeur de psychiatrie d'une petite faculté américaine qui s'appelle Harvard. Et il est le 5e directeur d'une étude qui est la plus longue cohorte au monde, qui a pour objectif de savoir quels sont les déterminants du bien vieillir. Dans sa vidéo, il explique que la solitude et la souffrance psychique tuent. Que si l'on s'intéresse aux personnes de 50 ans et que l'on retourne dans leur existence pour savoir quels étaient les déterminants en question à l'âge de 50 ans, eh bien, là encore, la qualité des échanges sociaux et de la vie affective est beaucoup plus déterminante du bien vieillir que le taux de cholestérol. Enfin, ces déterminants, la qualité des rapports humains, sont des éléments qui déterminent la santé psychique aussi bien que la santé physique. Bon, je ne suis pas bête, j'ai bien compris où mon maître de stage voulait m'amener. Alors après, je suis allé voir les bouquins. Alors, je n'ai pas lu tous les bouquins, c'est un petit peu long quand même, mais là, il ne m'a pas fallu bien longtemps pour comprendre que le médicament, et c'est ce qu'explique Balint dans ses bouquins, que le médicament dont personne ne connaît la qualité exacte et la composition exacte, la dose et la durée, c'est le médecin généraliste et le médecin en général. Du coup, j'ai voulu creuser encore. J'ai fait mon boulot d'interne de médecine générale et je suis allé chercher un certain nombre d'informations. Et j'ai d'abord voulu savoir qui étaient mes patients et mes futurs patients. Alors là, j'étais un petit peu estomaqué tout de même. 1 personne sur 4, à un moment donné de sa vie, souffrira d'un problème relatif à la santé psychique. 30% de nos patientèles et de ma future patientèle souffriraient, 1/3 de troubles psychiques. 1,5 million de mes patients entre 15 et 20 ans auraient besoin de suivi ou de soins. La dépression, oui, je connaissais à peu près ce chiffre-là, qui mérite d'être répété, mais surtout que la santé mentale, contrairement à ce que beaucoup de personnes croient, c'est finalement le premier poste de dépense de l'assurance maladie, devant les maladies cardiovasculaires et devant le cancer. C'est pour ça d'ailleurs que la psychiatrie, semble-t-il, a beaucoup plus de crédit recherche que les cardiologues. Enfin, c'était une remarque. Bref, enfin, en tout cas, ce qui est sûr et ce que j'ai trouvé, c'est que la prévention et les interventions précoces sont totalement insuffisantes et que nous faisons des diagnostics trop tardifs. Alors là, j'étais un petit peu estomaqué et j'ai voulu en savoir un tout petit peu plus long sur... Mais alors, finalement, nous autres médecins généralistes, on fait quoi? Alors là, j'ai été plutôt contente parce que finalement, 75% des prescriptions émanent des médecins généralistes. Ça veut dire qu'on s'occupe bien des patients. Alors le problème, c'est aussi que j'ai trouvé que les benzodiazépines étaient surprescrites, qu'il y avait 10 millions de Français sous somnifères et que les antidépressifs, ils étaient plutôt prescrits aux patients simplement tristes et sous-prescrits aux patients dépressifs. Ce que je n'ai pas osé appeler vrai dépressif parce que mon maître de stage m'aurait demandé ce que ça voulait dire un vrai dépressif. Bref, là encore, les médicaments, ça ne m'a pas suffi. J'ai voulu aller encore plus loin. Et là, franchement, j'ai fait le bon petit soldat. Je suis allé trouver une première méta-analyse, celle de Bandolo, sur l'anxiété, et une deuxième, celle de Cipriani, sur les antidépresseurs. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Bon, j'ai appris quelques éléments techniques. Par exemple, là,
ce qui est présenté comme chiffre, c'est le D de Cohen qui montre la puissance d'un effet, d'un traitement par rapport à l'hypothèse nulle. Alors quand on est au-dessus de 1, c'est pas mal. Hein. Donc les médicaments, ça marche super bien. Psychothérapie, bon alors ça dépend des études hein, quand même, parce que thérapie en pleine conscience, ça marche pas mal. Hein. La relaxation, finalement, on est sur un effet quand même assez conséquent. L'exercice physique également. Le placebo, pas mal placé le placebo. Bon alors quand on fait simplement que d'attendre le médecin, ça marche pas beaucoup. Hein. Liste d'attente 0. Hein. Quant aux antidépresseurs, alors les effets sont variables. Bon, les effets indésirables sont également très variables, mais ça a l'air de marcher pas mal. Bon, sauf que il y a quand même un certain nombre de publications que j'ai vues, que j'ai lues, qui montrent qu'il y a des gros biais sur toutes les études sponsorisées par l'industrie. Et puis, les psychiatres américains, ils ont fait des études indépendantes, là, le National Institute for Mental Health, ils ont fait des études indépendantes, et puis, bon, il date un peu cette étude, mais imipramine égale placebo, je me dis quand même, les médicaments, peut-être se poser des questions. Et puis il y a Prescrire aussi qui nous dit que les volontaires sains sous paroxétine, ils ont des idées suicidaires et qu'on nous l'a bien caché. Et puis également que le dernier essai qui est paru dans le Lancet Psychiatrie montre qu'en soins primaires, les antidépresseurs versus placebo, bref, est-ce que c'est le placebo qui marche bien? Peut-être. Enfin, les antidépresseurs, pas mieux. Est-ce que je vais continuer à me laisser endormir par tout ça? Est-ce que j'ai pas d'autres moyens pour rendre mes patients un peu plus heureux? Je vois que je ne vais pas vraiment échapper à une autre prise en charge. Oui, mais quoi exactement? Effectivement, j'ai de gros doutes sur les médicaments, mais je ne vais pas arrêter d'en prescrire. J'ai aussi l'impression que d'envoyer tous mes patients, c'est le psychologue, c'est pas forcément accessible pour eux et c'est pas forcément adapté. Quant aux psychiatres, je ne sais pas trop, ils sont là pour soigner les maladies psychiatriques. Est-ce que tout patient qui se plaint de problèmes psychiques est atteint d'une pathologie psychiatrique? Je continue ma réflexion et je me dis que finalement, je soigne le corps et l'esprit des personnes. Certes, j'ai envie de m'occuper de 100% de mes patients et de 100% de leur santé physique. Je vais aussi m'occuper forcément de 100% de leur santé psychique. Est-ce que ça a un sens finalement de dissocier ces éléments-là? Je me pose de plus en plus la question. Et je me dis que finalement, la relation thérapeutique, c'est probablement un élément essentiel du soin, même, ouvrons les guillemets, dans des affections physiques. Ça m'embête de ça, j'aime bien les guillemets. Bref, la solitude et la souffrance tuent. Comment je vais faire autrement? Alors là, on vient de voir pourquoi finalement. Je viens de réaliser aussi que je vais devoir faire ça tout le temps. Je vais devoir le faire à tout le monde. Et que ça va s'implanter au fil de l'eau tout au long des relations que je vais avoir avec mes patients, mais peut-être aussi d'ailleurs avec mes collègues et mes secrétaires, etc. Dans toute situation médicale. Alors, mais tout ça ne me dit pas comment faire. Alors là, j'étais un petit peu embêté parce que je ne connaissais personne. Alors, du coup, je suis retourné voir mon maître de stage et pour une fois, il a accepté de répondre à mes questions. Il m'a donné quelques éléments de réponse. Et oui, je lui ai demandé comment faire. Est-ce que c'est compliqué? Il m'a donné quelques éléments pratiques en me donnant les consignes de les mettre en œuvre à chaque fois que je verrai mes patients. Et il m'a dit, la première chose, et peut-être la chose la plus importante, c'est l'accueil. Peut-être que notre art de médecin se résume à cet art de l'accueil. Connaître et reconnaître la personne, la nommer par son nom et son prénom, savoir qu'elle est reconnue, ouvrir cette porte qui est là. Peut-être que je suis uniquement un ouvreur de porte. Et déjà ça fait un petit coin de ciel bleu. Ensuite, tu regardes.
tu te tais, tu observes. Peut-être que tu as envie de parler. Tu te tais. Tu écoutes de façon inconditionnelle, attentive, et grâce aux ajustements successifs qui sont aidés par tes reformulations des propos du patient, cette proximité va arriver, qui va être comprise par le patient. Tu ne juges pas, tes propos ne sont ni jugeants ni le contraire, tu essayes tout simplement de comprendre. Tu as envie de donner une réponse ? Tu reprends la réponse et tu poses la question. Ce ne sont pas tes réponses à toi qui sont importantes pour le patient, mais tes questions. Toujours avec, jamais contre. Tu chemines avec ton patient dans sa direction, à son rythme. Tu n'hésites pas à faire des choses qui peuvent être vues comme originales, mais qui sont connues, comme prescrire des livres. Et en tout cas, tu te fais superviser. Ah, là je me suis tue, puis j'ai récapitulé dans ma tête. J'accueille, je regarde, j'écoute, je me tais, je suis attentive, je pose des questions et je ne donne pas de réponse, tout simplement parce que quand on donne une réponse, ça s'arrête. Ma réponse, c'est comme si je laissais tomber ma raquette de ping-pong qui est la question. Et puis, c'est la réponse du patient qui est importante. Toujours avec, on ne fait rien contre les personnes. Je prescris des livres, je me fais superviser. Mais il y a aussi autre chose à faire. Et tout à l'heure, j'ai demandé des trucs, et finalement, s'il n'y avait qu'un seul truc, c'est qu'il n'y a pas de truc. Je m'adapte, c'est la seule chose. Je m'adapte. Je cherche le bon moment pour dire les choses. Peut-être qu'à cette consultation-là, où moi, comme médecin, je suis prêt, mon patient n'est pas prêt. Je cherche ce moment-là. Certes, j'ai beaucoup de choses à apprendre, parce qu'il faut travailler cette technique. Cette technique est un prérequis essentiel, mais derrière cette technique, c'est la personne que je cherche. Les recommandations ne sont pas à ton service. Lapsus révélateur. Les recommandations sont à ton service. Tu n'es pas au service des recommandations. Alors ça, je n'ai pas tout à fait compris ce qu'il voulait me dire. D'ailleurs, je vais vous le reformuler. Bien sûr, je veux me servir des recommandations. Les recommandations, elles sont faites pour, en général, s'appliquer à une certaine collectivité. Mais toi, tu vas voir des personnes dans leur individualité. Et c'est cette translation-là qui fait tout l'art de la médecine et toute la beauté et toute la complexité. Non, la médecine, ce n'est pas fait pour appliquer comme un algorithme d'ordinateur une recommandation face à une situation. Non, la médecine, c'est d'abord comprendre ton patient. Oui, tu as bien compris, tu aides à faire et tu ne fais pas à la place de ton patient. Tu pratiques une communication assertive et non violente. Non, je ne soigne pas des déments, des diabétiques et des alcooliques. Je prends en charge et j'accompagne des patients qui sont en souffrance avec l'alcool ou qui souffrent de troubles cognitifs ou qui tentent tant bien que mal de vivre avec leur diabète. Cette communication assertive, non violente, compréhensive, positive, faite de telle sorte à ce qu'elle soit comprise de la personne, elle est absolument nécessaire pour poursuivre la relation et qu'elle soit cohérente et porteuse de fruits. Tu apprends de tes patients, tu chemines à leur rythme, tu t'occupes de toi. Alors ça, j'ai eu un petit moment de recul, oui, je m'occupe de moi, oui, tu t'occupes de toi, parce que tu as bien compris que l'outil de travail, c'était toi. Et donc, il est absolument indispensable que tu t'occupes bien de ton outil de travail. Ton instrument, c'est toi. Toutes ces postures que tu vas avoir
vont te permettre de créer un environnement capacitant pour tous tes patients. C'est-à-dire un environnement bienveillant qui va leur permettre de s'épanouir, de voir leurs compétences s'épanouir et de leur offrir de la liberté et donc de la vie, puisque c'est du changement. Alors là, je me suis arrêté, je l'ai bien écouté, mon maître de stage, et je lui ai dit, t'es bien gentil, mais là, tu ne m'as pas présenté beaucoup de références. Certes, il y en a une, mais j'aimerais bien progresser, moi. Alors là, il m'a répondu, écoute, pour moi, les références, c'est certes des écrits, mais avant tout, c'est des personnes. Alors, je voudrais juste te présenter quelques personnes. Irvine, Karl, Rita, Michael, Donald, Robert, Moira, Clarisse, Louis, Marie-Thérèse, Claude. Tous ces gens qui m'ont aidé à me donner la liberté, de donner de la liberté à mes patients, qui m'ont tout tant appris et que je voudrais remercier, comme je vous remercie de votre attention. Bonjour, Benoît Cambon de Clermont-Ferrand. Je te remercie beaucoup, Alain, pour cette magnifique présentation qui résume tout à fait ma pratique de médecin généraliste. Je suis d'accord tout à fait avec l'ensemble de tout ce que tu as dit. J'ai une question sur quelque chose que je n'arrive pas à faire, c'est la supervision. Jusqu'à présent, je n'ai pas réussi à me faire superviser pour les consultations, notamment les consultations de psychothérapie que je pratique. Est-ce que tu as une expérience particulière de ce côté-là ? Merci Benoît. Alors j'ai une expérience parce que j'ai eu le plaisir de faire partie un certain nombre d'années de ma vie d'un groupe Balint et que c'est une façon aussi, même si peut-être on peut discuter cette option de se faire superviser. Se faire superviser, ça, alors je me suis, tu l'as bien compris, placé dans la peau d'un interne en formation et il s'agissait avant tout de superviser l'interne et de l'accompagner dans cette démarche extrêmement difficile et aussi difficile à superviser pour nous de qu'est-ce qui se passe quand je me tais, qu'est-ce qui se passe quand je prends la parole, enfin bref, tout ce dont je viens parler. Je pense aussi que ce qui se pratique à un certain niveau dans les groupes de pairs, dans les groupes d'échange de pratiques ou dans les établissements de soins de santé primaire est une forme de supervision. Peut-être qu'elle mériterait d'être un peu plus développée. Moi, j'ai eu le plaisir aussi de faire partie d'un groupe de supervision avec un psychiatre, psychanalyste. Enfin, des options sont possibles. Il faut que tu essayes de mobiliser des ressources locales. Et en général, on arrive à former un petit groupe pour aller un petit peu plus loin. Merci. On a une autre question dans la salle. Bonjour, Jimmy Girardet de Lyon. Je voulais savoir, puisque vous avez décrit que le médecin devait quand même être assez en retrait et facilitateur, où on positionne là-dedans le renforcement positif qu'on peut faire pour le patient en fait. Oui, alors merci de ta question. J'ai fait un petit peu dans la provocation en disant qu'il ne fallait pas donner de réponse. Bien sûr, enfin, après, peut-être les amis d'après vont développer un petit peu plus ce point-là. Tout dépend où se situe le patient, où il se trouve, à quel niveau de relation, dans quel espace transitionnel il est. Mais bien sûr, le renforcement positif a une place dans ce type de relation également. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Il faut également qu'il arrive au bon moment. La façon de le faire vaut autant que le faire, en l'occurrence. Et s'il arrive au bon moment, et ça ne peut être que repéré grâce à une écoute attentive et des reformulations judicieuses, il aura d'autant plus d'effet. L'un n'exclut pas l'autre. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Une dernière question et on changera d'intervenant.
Merci. Je suis là, à côté de la régie, Pierre-André Bonnet, Marseille. J'aurais voulu préciser une ligne qui a été juste lue, qui était prescrire des livres. Alors je m'intéresse un petit peu à ça depuis un moment et j'aurais voulu savoir à titre personnel ou si dans tes références bibliographiques ou ton expérience personnelle, comment tu utilisais ça et de quelle manière et avec quel genre de support, etc. etc. Oui, merci. Ça ne m'étonne pas que ce soit toi qui poses la question. Et ça peut aller très loin. Alors, je prescris des livres à mes internes. Voilà, ça c'était en filigrane. Donc, voilà, ils peuvent aussi bien repartir avec un bouquin d'Irving Yalom. Et voilà, puis on en reparle. Je prescris rarement les bouquins d'Irving Yalom à mes patients ou patientes. Parce que ça nécessite un certain niveau de littératie, donc voilà, c'est plutôt rare. Mais certains livres choisis, que ce soit des romans, que ce soit des bouquins fondamentaux, par exemple, ça m'arrive assez couramment de demander à mes patients de lire un bouquin de Christophe André qui s'appelle Imparfait, libre et heureux, et qui les aide et qui peut nous aider au cours des relations suivantes à avoir un support de discussion et aller plus profondément dans la relation, bref, tout ce qui est relatif à leurs problèmes et pourquoi ils consultent. Voilà, je fais très court, hein, Pierre-André. Après, quel livre choisir et lequel conseiller, c'est pas évident parce que il faut naturellement que les livres soient adaptés à la personne et que d'autre part on se le soit approprié soi-même pour pouvoir le prescrire correctement. Donc ça c'est tout un travail que je suis au niveau débutant. Merci beaucoup Alain pour cette présentation très lyrique.